Dodo Show se poursuit, mesdames et messieurs, et pour cette partie, Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Bonsoir Noël, bonsoir mesdames et messieurs. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous, Nariman. Mais avant de passer à votre partie, on va aller du côté de l'Hexagone avec ce nouveau dérapage du ministre français au sujet de la colonisation. Cette fois, c'est le nouveau ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui s'attaque à l'Algérie et qui estime que la France ne doit pas s'excuser sur ses crimes coloniaux. Il était l'invité de CNews vendredi, regardez. J'ai été un des premiers au Sénat et je sais que ça a été le cas aussi d'un certain nombre de députés LR qui ont été les premiers à mettre ce sujet à l'ordre du jour de leur niche parlementaire. Donc, quand j'étais parlementaire, j'étais bien sûr de cet avis. Aujourd'hui, ce n'est pas dans ma responsabilité au niveau ministériel, c'est celle du ministre des Affaires étrangères et c'est celle du ministre de l'Intérieur. Ce que je peux vous dire, alors je vais le dire qu'une fois, mais à titre personnel ou plus que tout en tant que citoyen, je suis bien sûr pour qu'on ait des relations qui reprennent avec l'Algérie dans le cadre d'une coopération qui est indispensable, mais avec une position de fermeté. On n'a pas à s'excuser du passé et on n'a pas à s'excuser du présent, puisque je rappelle que c'est les Algériens qui ont, à l'heure où on parle... On a dit des propos tranchants et assumés qui nous rappellent un certain Bruno Retailleau. De la même famille politique, Monsieur Tabarot, ce fils de terroriste de l'OAS, pour être gentil, se permet de donner encore des conseils. Ministre des Transports qui fait des Affaires étrangères et de l'Intérieur, on a déjà vu ça. Un ministre qui est hors cadre. Moi, je demande à Monsieur Tabarot de plutôt s'occuper de sa vie privée. Il est visé par une enquête pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt par le PNF, le parquet national financier, sur les postes qu'il a occupés dans la commune du Canet, que dirigeait sa sœur. Emploi cumulé fictif, signalement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, HATVP. Donc ce sénateur LR qui nous donne des bons conseils sur la non-reconnaissance des crimes coloniaux qui ont été faits à l'Algérie, devrait balayer déjà devant sa porte. Il faut rappeler qu'il est, pour lui, la colonisation est un sujet du déjeuner de famille dimanche. Son père, le tristement célèbre Robert Tabarot, était un chef de l'OAS à Oran. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il fasse des compliments sur l'Algérie. Et l'un des fondateurs du Front d'Algérie française. Exactement, il faut savoir que ce pseudo-ministre est également à la tête d'un ministère qui prend l'eau de toutes parts, où il y a des grèves de la SNCF toutes les semaines, où il y a des problèmes de transport. Et pour quelques chiffres supplémentaires que je vais lui donner, comme ça peut-être qu'il aura du travail au lieu de s'occuper de l'Algérie, qui n'est pas son domaine de prédilection. Chaque jour ouvré en France, 10 entreprises des transports mettent la clé sous la porte, chaque jour. Pire bilan depuis 2020 et le Covid. Carburant plus cher, assurance plus chère. L'Union TLF, l'Union des entreprises de transport et de logistique de France, tire la sonnette d'alarme. Le transport en France ne peut plus continuer avec toutes ces taxes. Donc, monsieur le ministre des Transports, je pense que vous avez bien mieux à faire que de vous occuper de sujets qui ne vous concernent pas, qui ne vous regardent pas et surtout dont vous n'avez aucune légitimité d'en parler. Naïma Yahi, ces propos de Philippe Tabarot interviennent quelques jours du 1er novembre et alors que Paris, justement, tente d'apaiser ses relations avec Alger. Je pense qu'il y a deux mouvements en France. C'est à celui qui veut renouer. On l'a entendu avec Laurent Nunez à l'intérieur qui a eu des propos plus apaisés et plus proches de la ligne de Gérald Darmanin. Et on a de l'autre côté... Les LR. Oui, mais aussi... L'OAS LR. Et je dirais qu'on a un mouvement de fond où on voit ressurgir en fait des mémoires antagonistes et je dirais même putrides de la guerre d'Algérie, qui s'était bien gardé quand le président Macron avait une politique favorable à un dialogue avec l'Algérie, de s'exprimer, qui aujourd'hui déploie sa rhétorique, qui est un disque rayé, me semble, parce que cette question de la repentance et des excuses, c'est rentable du point de vue électoral, et on le mobilise à la veille d'élections bientôt municipale, mais même peut-être législative. Et c'est sur ces lignes de crête d'opposition où l'Algérien est la figure paradigmatique de l'autre, de cet indésirable. Je vous le dis très tranquillement, parce que moi-même je suis franco-algérienne et que je vis au quotidien cette dégradation dans l'espace médiatique et politique français de la figure de l'Algérien. Je dirais simplement que ces débordements du ministre des Transports
c'est presque devenu quotidien de la part de la classe politique française qui aujourd'hui compte ses abattis, puisqu'il y a ceux qui vont défendre une ligne favorable à un dialogue avec l'Algérie et d'autres qui vont au contraire continuer à saccager tous les efforts qui ont été faits ces dernières années. Et ça résonne avec le débat sur lequel je suis incompétente du Sahara occidental, puisque une mémoire en chasse l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a percuté et fracassé sur le mur des réalités d'aujourd'hui un dialogue qui avait été pourtant fécond. On l'a vu en 2021 et 2022, et ça s'est brutalement et très vite arrêté. On le sait pour des raisons valables, mais aussi parce qu'il y a un vrai parti de l'opposition à l'Algérie qui existe en France et qui a encore de beaux abattis et qui fait peut-être son baroud d'honneur, parce que la société française, elle, ne souhaite pas forcément que s'envenime la situation. Mais pourquoi l'État français ne veut pas reconnaître ces crimes coloniaux ? Pourquoi il ne veut pas, ou pourquoi il ne trouve pas ça rentable? En fait, on a eu une politique des petits pas, et vous l'avez vu, vous avez dû les commenter ces dernières années, et ces petits pas se sont fracassés sur le mur du réel. Moi, là où je m'interroge, c'est que nous autres franco-algériens, nous sommes quand même près de 4 millions à vivre en France, nous sommes otages de ces passions problématique autour d'une histoire et d'une mémoire qui devrait faire consensus. Le fait colonial est une abomination. De nombreux historiens, y compris français, le démontrent. Je renvoie aux travaux d'Alain Ruscio, qui a édité une très pertinente première guerre d'Algérie sur la colonisation et ses crimes. Bien sûr, les travaux de Benjamin Stora, qui a conduit cette étude, qui aujourd'hui est inaudible. Il a cheminé comme un Sherpa sur la mémoire de la guerre d'Algérie auprès du président de la République. Aujourd'hui, il est inaudible et on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Et aujourd'hui, en tout cas de l'autre côté, puisque c'est de là que je parle, cette surenchère, malheureusement, ne va faire que s'accentuer avec les élections législatives et présidentielles qui se profilent. C'est la prochaine échéance qui va arbitrer de la position française sur cette question. Madame, il y a aussi quelque chose qui est symbolique, que ce ministre des Transports fasse une telle déclaration, étant fils d'un des pères fondateurs de l'OAS, ancien terroriste sur la région d'Oran, sur une chaîne de télévision qui s'appelle CNews, du groupe Bolloré. Rien n'est fait par hasard. Bien sûr. C'est pas quelque chose qui est sorti de son contexte. C'est que c'est fait sciemment pour dénigrer l'Algérie, parce que dénigrer l'Algérie, c'est devenu vendeur et c'est devenu surtout, ça alpague les voix de l'extrême droite. Et que ce monsieur qui vient d'ailleurs de se faire dégager des Républicains, parce qu'il a accepté d'être dans le gouvernement, le Cornu 2, ce monsieur qui a également une carrière politique comme sénateur et comme ancien député, pense, avec ses petits calculs politiques infâmes, aux prochaines élections qui arrivent, et se dit, moi, je vais attirer les anciens qui sont très massivement dans le sud-est où lui réside, où moi je vais me faire une place au soleil en disant des choses négatives et dégueulasses sur l'Algérie pour pouvoir ramener des voix à moi. Donc rentable. Tout ça, c'est des calculs politiques rentables, rien de plus. Et CNews, encore une fois, et le groupe Bolloré, est complice de tout ça. Parce que ce sont une chaîne et un groupe qui est anti-islam et anti-Algérie. Alors quand vous faites le combo islam-Algérie, là, c'est les 100 points. C'est immédiatement, on gagne au loto. Et c'est ça, moi, que je trouve perfide et que je trouve à la fois rabaissant pour la classe politique française. C'est que c'est de telles personnes qui peuvent se permettre de donner des conseils. Et il y a une phrase, moi, que j'ai lue qui disait « N'écoute pas les critiques des gens dont tu n'écouterais pas les conseils ». Donc ces personnes-là me sont indifférentes. La France s'approche doucement mais sûrement d'un rendez-vous électoral majeur, à savoir les élections municipales. Et il faut s'attendre à une recrudescence de ce genre de discours justement à l'approche de n'importe quelle élection finalement. Tout à fait, c'est du braconnage électoral tout simplement. Il essaye de rallier les voix, notamment de l'extrême droite, il ne faut pas rougir de le dire, mais d'une manière déguisée, à savoir un discours qui renvoie à l'identité, qui renvoie à la crise identitaire notamment, qui renvoie à certains spectres, notamment comme ça a été dit, des vieux démons, à savoir la nostalgie de l'Algérie française, à savoir la mise sous tutelle, mais surtout par opposition à ce qu'est devenu l'Algérie aujourd'hui. C'est ça ce qui dérange aujourd'hui le plus. Maintenant, effectivement, c'est symptomatique d'une équation
de calcul purement électoraliste pour des fins, encore une fois, ce que j'ai qualifié de podium électoral, où ils usent et abusent du micro notamment pour pouvoir transmettre des messages qui sont faussement d'ailleurs structurés, puisque je rappelle, c'est un ministre aujourd'hui qui confond entre le quai d'Orsay et un quai de gare, puisque c'est un ministre des Transports. Et, pas mal. Et qui se met effectivement de parler d'histoire coloniale, alors qu'il est loin, très loin en tout cas, de ce qu'est devenu l'Algérie aujourd'hui, indépendante et souveraine. Et puis je terminerai peut-être sur le fait que c'est aussi un ministre qui est en quête de voie rapide aux urnes, mais au risque du déraillement de la diplomatie française aujourd'hui, qui la met en porte-à-faux. Et je conclurai, c'est un ministre aussi qui finalement illustre, traduit cette frustration, notamment qui est aujourd'hui cette classe politique française, où je rappelle lui-même est un invertébré politique, puisque c'est quelqu'un qui a été à l'encontre de l'injonction de son propre parti pour essayer d'avoir un portefeuille ministériel, essayer de briller un tant soit peu, mais surtout aussi de cracher son venin sur l'Algérie pour pouvoir amasser davantage de voix extrémistes, notamment pour, encore une fois, montrer le vrai visage de cette droite dure qui aujourd'hui est en train de s'approprier la classe politique française, malheureusement. En tout cas, au jeu du champ lexical des transports, Badis il faut bien est gagnant. répondre à M. Parot sur la question des excuses. Mais qui demande des excuses? Savez-vous que le colonialisme est un crime imprescriptible, inexpugnable et impardonnable? On ne peut pas pardonner un colonialisme qui a été notamment sur la question des crimes. Le procès de Nuremberg, le tribunal de Nuremberg en 1945 a établi les crimes de masse, les génocides et tout. Le colonialisme, tous ces crimes-là, il les englobe. Ces crimes-là ont été exécutés par des militaires ultra-zélés français en Algérie et qui ont été décidés au plus haut sommet de l'État français. Donc aujourd'hui, parler d'excuses, c'est quelque chose d'aberrant. Aucun Algérien digne de ce nom n'acceptera de me pardonner 132 ans de colonialisme, de privation, de spoliation et surtout de crimes de masse. Donc nous sommes face à des gens qui veulent faire croire que nous demandons des excuses. Nous ne voulons pas de vos excuses. Personne ne les voudra et on ne les acceptera pas parce que devant l'histoire et devant les victimes, le crime, le colonialisme est impardonnable. Ça ne peut pas être pardonné ni accepté. Donc nous répondons à une logique de gens qui font de la fuite en avant. Les Algériens, tous ont des victimes, tous ont été privés, parce que la voix de l'Algérien pendant l'occupation ne valait rien du tout devant celle d'un Français. Et en plus de ça, lorsque Jules Ferry, en 1885, disait que les civilisés avaient droit, le peuple civilisé avait le droit de civiliser les barbares, donc c'est des sous-ans par rapport aux Français. Donc la question du colonialisme ou du pardon ou bien des excuses est une question vraiment d'aberration. Et justement, justement, parce que les Français, et Mme Yahya a utilisé le mot, on a tout de suite, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu les bienfaits, entre guillemets, de la colonisation, la loi de 2005, etc., on a commencé à parler de repentance, qui est un terme chrétien, religieux chrétien. Quand les Algériens ont commencé à demander, pas des excuses, et Kamal a raison, c'est de reconnaître les crimes coloniaux. Je voulais vous poser une petite question. Est-ce que les Algériens de France, la communauté algérienne établie en France, peut-elle contribuer à donner un autre discours, un autre narratif par rapport au discours développé par les chaînes Bolloré, par les chaînes d'extrême droite sur la question coloniale? Alors, la communauté des Franco-Algériens le tente dans différents espaces. Vous parlez des réseaux sociaux, vous parlez de la littérature, du cinéma, du journalisme. On a un certain nombre de Franco-Algériens héritiers directs de cette histoire qui s'expriment de manière située en France. Ce qui est important, c'est de vous dire qu'effectivement, on est dans une séquence où ils sont inaudibles. C'est le discours ambiant, est un discours hostile, notamment aussi à la reconnaissance de ces crimes, et encore moins, comme vous le disiez, qui demande des excuses, voire des réparations, parce que les excuses sont le prélude aux réparations. Moi, je dirais simplement que la voix de la raison voudra que, de toute façon, le fait colonial et ses crimes, et comme vous l'avez dit, dans le temps en tout cas, devra être reconnu et devra être transmis, parce qu'il s'agit de transmettre cette histoire au plus grand nombre, et aux Français y compris, qui ne maîtrisent pas la réalité
et la barbarie du fait colonial. Mais ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que même ceux qui étaient hier les artisans de cette reconnaissance et de ces petits pas dont j'ai fait l'énumération, sont aujourd'hui écrasés par le poids de ce bâclage, de ce retour de levier d'un parti de l'Algérie française. Moi, j'aime à dire que l'Algérie française est un membre qui a été amputé et qui bouge encore. Mais la génération de celles et ceux qui ont connu l'Algérie française est en train de disparaître. Elle a de solides héritiers, on le voit avec ce ministre des Transports qui se prend pour le ministre des Affaires étrangères. Mais tant qu'il y aura une épicerie électorale qui mettra à l'ordre du jour la question algérienne, nous entendrons ce genre de propos inacceptables quant aux aspirations de l'Algérie. Je terminerai juste par dire que c'est surtout une question franco-française, puisque c'est à la société française qu'elle s'adresse, et moins à l'Algérie qui n'attend pas effectivement des excuses, qui est un État-nation au même titre que la France et qui prend ses responsabilités. Néanmoins, en France, on a une vraie question qui est interne à la société française, et c'est une question d'hégémonie culturelle, d'une idéologie. Je vous fais grave du grand remplacement, de cette manière dont on traite les Français issus de l'immigration algérienne, qu'on accuse d'être des Français de papier. Et tant qu'on parlera de cette manière, de cette communauté issue de l'immigration algérienne, on entendra ce genre de propos ministériels. Je suis d'accord. Rapidement, j'ai juste une question de but en blanc. Sur la question mémorielle, est-ce que la France aujourd'hui est clairement disposée à réviser son roman national pour y intégrer des épisodes génocidaires, notamment qui sont liés à sa période coloniale? Alors, vous me dites la France ou le pouvoir politique aujourd'hui, qui est donc le macronisme. Le macronisme avait la prétention de prendre ses responsabilités sur l'histoire et la mémoire du fait colonial et de la guerre d'indépendance algérienne. C'est en cela que ce chantier présidentiel a été ouvert, mais la réelle politique que vous connaissez mieux que moi a rattrapé ce chantier mémoriel et historique qui est passé à la trappe, y compris rongé de l'intérieur de l'appareil d'État, puisque certains conseillers et ministres s'y sont vertement opposés. Et pour l'avoir vécu de l'autre côté de la Méditerranée, je dirais simplement que c'est inéluctable. Cette reconnaissance devra se faire, ce récit devra s'écrire et se transmettre, parce qu'il en va de la société française et de son équilibre, parce que nous autres Français d'origine algérienne, nous vivons en France, nous ne changerons pas de pays, c'est aussi un pays qui est le nôtre, et ce récit nous concerne à double titre, et ce récit se fera et sera transmis, parce qu'il est nécessaire pour la société française de l'affronter. C'est pour ça que je vous dis que c'est aussi une question franco-française qui est travaillée de l'intérieur par des héritiers de l'immigration algérienne qui eux aussi montent au créneau. Et c'est là-dessus que, en tout cas, j'aimerais nourrir notre discussion. Excusez-moi madame, mais le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a été très clair sur le sujet. Il l'a dit à plusieurs reprises, lors de plusieurs de ses interventions, nous ne voulons pas d'excuses. Nous ne voulons pas d'argent pour acheter notre silence, ou nous ne voulons pas comment tu appelles ça, de compensation financière, de dédommagement. Nous voulons quelque chose qui est simple, c'est de reconnaître les crimes et de laisser les historiens faire leur histoire. C'est pour ça qu'il y a eu une commission mixte d'historiens pour qu'ils travaillent en bonne intelligence. C'est tout à fait le cas. Voilà, avec Benjamin Stora d'un côté. Qui n'a pas demandé non plus d'excuses ou de repentance. Exactement. Donc, mais cette prise d'otage est justement, et le président Macron et le président Abdelmajid Tebboune se sont entendus devant témoins de dépolitiser le sujet, de l'enlever justement du sujet politique. Mais vous avez les nostalgiques de l'Algérie française, les nostalgiques de l'OAS, moi je les appelle les refoulés, d'accord, qui pour eux, politiser ça est vendeur. Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand nombre, et je le dis, de votants ou d'origine pied-noir ou de harkis dans le sud-est de la France, justement dans les Alpes-Maritimes, comme par hasard, là où originaire ce ministre Tabarot, il faut le savoir, là où il a été élu sénateur, là où il a été élu député, d'accord, parce que les choses se complètent.
Ce monsieur est originaire du département où la représentation des anciens pieds noirs et des harkis est la plus importante en France. Donc c'est vendeur de critiquer l'Algérie pour son électorat. C'est très important pour lui de continuer à dire l'Algérie, il faut pas d'excuses. On n'a pas besoin de tes excuses, mon grand. C'est toi qui dois t'excuser au niveau de ta justice parce que tu as pillé et tu as volé et que tu es poursuivi par le parquet national financier français. C'est pas à nous. C'est à toi de présenter tes excuses déjà à la justice de ton pays avant de vouloir nous présenter à nous des excuses. Vous l'avez dit, cet électorat n'est pas immortel. Ah, de toute façon, il n'est pas immortel. On rentre dans la fin justement de cet électorat. Tout à fait. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est vraiment deux blocs. Un qui souhaite renouer sincèrement avec l'Algérie. Et je pense qu'il ne faut pas désespérer de cette passe. Il faut laisser faire le temps. Il faut laisser passer les échéances électorales. Excusez-moi d'avoir cet optimisme. On a connu des réchauffements et des refroidissements entre la France et l'Algérie depuis l'indépendance. Je dirais simplement que ce dialogue est inéluctable. Il est inéluctable et je vous le rappelle, nous sommes près de 4 millions à vivre en France et c'est une question aussi qui travaille la société française de l'intérieur. Ce n'est pas seulement un dialogue compliqué avec l'Algérie. Il faut vraiment qu'on comprenne qu'il y a vraiment deux niveaux de lecture à comprendre à ce genre de déclaration et de provocation. Vous dites dérapage, mais c'est un dérapage tout à fait contrôlé. C'est un dérapage programmé. Oui, la chaîne, sûr. La personne qui le dit, mais le la personne qui le dit qui est fils d'un... Oui, mais Mehdi, le problème aujourd'hui, ce n'est pas que sur CNews que vous entendez ce genre de déclaration. Oui, c'est pour eux maintenant. Mais plus sur CNews que sur les autres chaînes. Oui, mais là, c'est une forme de politesse sur l'antenne de CNews. CNews, c'est le QG de l'Ouest. Ça s'appelle le ticket d'entrée pour entrer sur les plateaux de CNews. Mais ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que ça diffuse. Et quand on est en posture de dialogue avec l'Algérie, on devient inaudible. C'est à nous de proposer un contre-discours étayé. Mais vous avez le président de la République, les présidents de la République, c'est la société civile qui devra s'en voulu emparer. Dépolitiser ça. Et vous avez des pseudo-hommes politiques qui veulent absolument laisser ça sur le domaine de la politique, alors que maintenant c'est un devoir de mémoire qui doit être fait, et uniquement de mémoire qui doit être fait entre historiens, et entre historiens de qualité, de préférence. Nous entendrons toujours malheureusement ce genre de saillie nostalgique, mais nous continuerons à mettre en récit l'histoire et la mémoire du fait colonial et de la guerre d'indépendance algérienne. Je pense qu'il faut rester sur cette énergie-là. Ces saillies-là, on les entend depuis des décennies, et tant que ces personnes seront vivantes, on entendra ce genre de choses. J'aimerais simplement qu'on nourrisse au moins quelques pistes pour renouer une forme de dialogue dans les prochaines années. Je sais que ça va prendre des années, mais je viens porteuse en tout cas du côté français de cette proposition. Très bien, merci. Et c'est sur ces mots de Naïma Yahi qu'on va clore ce débat très enrichissant et très intéressant. On passe à présent à la partie de Narimen. Et pour cette partie, Narimen, vous avez décidé de revenir sur l'information de la semaine, à savoir cette prouesse de la star de la gymnastique artistique Kéliane Moore, que l'on ne présente plus et qui vient d'ajouter à son palmarès 2 médailles au championnat du monde de Jakarta. Exactement, Noël, on lance ce soir notre nouvelle rubrique Algérien du monde dédiée aux prouesses des Algériens de l'étranger, avec nul autre que notre fierté nationale, la grande, la magnifique Kéliane Moore. Oui, j'en fais des tonnes, mais c'est parce que je suis vraiment fan de ce que cette jeune femme fait. Et pourtant, certains ne croyaient vraiment pas en ce qu'elle pouvait faire, en son talent. Et on s'en souvient tous, Kéliane Moore avait été moquée pour son choix de concourir auprès de l'Algérie. On regarde justement cet extrait. Mes objectifs, c'est la qualification pour les Jeux Olympiques. Donc en fait, il faut que je fasse soit championne du monde sur un agrès, ou... En toute simplicité. ou en concours général, être dans les 17 premières, mais on enlève en fait toutes les gymnastes qui sont qualifiées déjà en équipe. Celles qui sont déjà qualifiées, et en effet, en concourant désormais avec l'Algérie, il n'y a pas de chance, ou très très peu de chance au vu des nations mondiales de gymnastique d'y être. Voilà, la qualité d'image n'est pas terrible, mais c'est parce que j'ai dû creuser. C'est la qualité surtout de l'intervieweur qui n'est pas terrible. On va en parler, mais par rapport à l'image, j'ai dû vraiment creuser pour retrouver cet extrait, parce que
TV Tour Val-de-Loire a supprimé cette interview parce que je pense qu'ils n'assument plus trop leurs propos aujourd'hui. On l'a vu, le journaliste a pris Kélia de haut en stipulant qu'elle n'était pas prête d'aller très loin avec l'Algérie. Et la gymnaste a répondu de la meilleure manière, avec la meilleure des réponses qu'on puisse imaginer. Elle, debout sur le podium, avec le drapeau algérien sur les épaules. Pas qu'à Paris, à Jakarta aussi, on lui a reproché son ambition. Et heureusement, j'ai envie de vous dire que Kélia a la tête dure comme 90% des Algériens, parce que cette ambition que certains ont voulu moquer, elle l'a amenée au sommet à seulement 18 ans. Celle qu'on surnomme aujourd'hui la reine des barres asymétriques continue d'accomplir les plus grands exploits sportifs africains. Récemment à Jakarta, Mehdi, où elle est devenue la première africaine à remporter l'or mondial aux barres asymétriques et l'argent à l'apôtre. On regarde sa magnifique prestation. In Paris, now she returns to claim the world title. She was top in qualification. This is a routine full of incredible complexity. It starts with the inbar stalder to Navieva, her own move into the back salto, Maloney. And then we're going to see the wonderful Derwal Fenton into the Ejaba. Stole a Shapochnik of a half. It's stunning. It's breathtaking. It's the one and only Kélia Naouar. And she's come here for gold. She certainly has. Wow, that's what I was talking about. There's just back and forth action. Completely remarkable. We do not see an area. C'est une belle réponse. Voilà donc oui, une routine d'une technicité exceptionnelle qui donne la chair de poule. Il y avait aussi We Are the Champions en fond de Queen. Et comme les Français, on le sait, sont de mauvaise foi, on a pu lire ce genre d'article sur France 3 Bourgogne. Je cite: une Dijonnaise sacrée championne du monde aux barres asymétriques. On y voit clairement là un souhait de ne pas reconnaître la nationalité sportive de Kélia et de s'approprier cette victoire, comme toujours, n'est-ce pas, Faisal? Absolument, c'est la meilleure. Une Dijonnaise. Elle est algérienne et c'est Dijon est en Afrique maintenant. Absolument. C'est ça, Ourgla Dijon. Absolument. Parce qu'il faut rappeler que Kélia Naouar a été maltraitée par la Fédération française de gymnastique. On a tout fait pour la saboter, pour la casser. Et elle a, avec ses parents, très courageux parents, elle a choisi l'Algérie pour la défendre et elle a bien choisi, puisque la belle réponse qu'elle a donnée à ce journaliste qui appartient au monde de la presse, je ne sais pas comment, avec cette manière de regarder donc une future championne. Elle est la première femme africaine à avoir le titre olympique, c'était à Paris, effectivement Mehdi, et aussi la première à avoir cette médaille d'or aux barres asymétriques, mais également pour la barre, donc au championnat du monde de Jakarta. Je pense que c'est une très très belle réponse, c'est une gifle à tous ceux qui doutent de la capacité des Algériennes à arracher de l'or dans le monde. Et voilà, donc il faut noter que cet exploit s'ajoute aussi à un autre moment historique, la médaille d'or remportée au JO de Paris 2024 où le drapeau algérien a été hissé et surtout où l'hymne national a été diffusé pour la première fois en France pour une gymnaste algérienne après une victoire. On repasse ce moment. Mesdames et messieurs, si vous le pouvez, veuillez vous lever pour l'hymne de l'Algérie. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of Algeria. Et l'hymne de l'Algérie en l'honneur de Kélia Naouar.
Elle écrit l'histoire de son pays, l'Algérie. Elle écrit l'histoire du continent africain. Voilà donc un moment historique. Mehdi, vous y étiez à ce sacre? Oui, j'ai eu la chance d'y être. J'ai eu la chance d'être pour Kélia Nemour et j'ai eu la chance d'être aux demi-finales et à la finale de Imen Khalif. Et je peux vous assurer qu'à Paris, voir l'hymne national retentir, enfin entendre l'hymne national retentir et le drapeau algérien flotter comme ça, chapeau bas, bravo mesdames. Et depuis, Mehdi est incollable sur les disciplines. Je suis un grand gymnaste, un grand boxeur. Je suis un excellent gymnaste et un grand boxeur. Rappelez-vous la campagne qui a été menée contre Kélia Nemour par une certaine presse bien sûr, française presse, ouais, et contre Imen Khalif, oui, elle-même qui a arraché aussi de l'or à Paris. Les deux championnes algériennes ont été les plus ciblés. Elle était ciblée par une certaine droite revancharde. Absolument. Évoquée par Mme Yahya. Y compris Donald Trump. Hein. Oui. Ce qui est intéressant dans votre dijonnaise de tout à l'heure, il ne faut pas forcément le prendre mal à partir du moment où on s'approprie nos champions. Oui. Et surtout qu'elle est dijonnaise depuis un mois. Hein. Je veux dire, elle n'est pas dijonnaise d'origine. Son club d'origine n'est pas du tout à Dijon. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun veut un petit bout de la gloire. Donc, c'est pas forcément anti-algérien. Mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de franco-algériens qui se sont reconnus dans ce qu'elle a vécu, y compris dans le rejet qu'elle a vécu dans son sport. Et beaucoup commentent, en tout cas, des Français favorablement et félicitent chaleureusement l'Algérie, et des Franco-Algériens qui disent « Voilà ce qui arrive quand vous nous chassez, on se tourne vers notre pays d'origine ». Et c'est assez intéressant de voir cet itinéraire à l'envers de Franco-Algériens qui se sentent discriminés et qui se tournent vers leur autre pays, où ils arrivent à atteindre les sommets et les étoiles comme le fait Kélia. Et c'est symptomatique de ce qui se passe quand on parle des Algériens en France. Mais madame, je suis tout à fait d'accord avec beaucoup de choses de ce que vous dites et je suis comme vous, je suis de nature très optimiste. Oui. Mais sur le tweet qui a été fait par France 3 Bourgogne, en l'occurrence en nommant Kélia de Dijonnaise, ils ont fait allusion à Dijon, la ville, la Bourgogne, le continent africain, mais à aucun moment l'Algérie. Donc excusez-moi, moi je suis quelqu'un mais je suis de nature optimiste à un point dont vous ne pouvez pas comprendre. Le journalisme, c'est la précision, l'information exacte. Exactement. Donc si on parle d'Afrique, de Dijon, de la Bourgogne, on est à deux doigts de mettre la Méditerranée, le Cantal, et que l'Algérie, on le voit nulle part sur tout le tweet. Laissez-moi penser que c'est quand même fait d'une façon insidieuse. Voilà. Maintenant, je vois. Merci. Ils ont même pas regardé dans le même tweet. Il y a même Jakarta, donc l'Indonésie. Ils ont même regardé par vous-même. Ils ont même parlé de Jakarta, de l'Indonésie. Même là où est-ce qu'elle a été, il n'y a que l'Algérie qui n'apparaît pas dans tout le tweet. Les Rira, ça s'appelle. Non, je pense pas que ça soit le Rira. Je pense que nous on a. Je pense que nous on a un mot qui tourne beaucoup dans la fédération d'athlétisme, c'est le Kanta. Ça passe pas pour eux parce qu'ils ont loupé une championne du monde. C'est sûr que leur directeur technique a dû perdre son emploi. Mais ce qui est mauvais, c'est que les moteurs de recherche, plus tard, quand on va chercher algérienne, on ne trouvera pas. Ce qui est retenu, c'est dijonnaise. Lorsqu'une équipe française ou un athlète français remporte une médaille d'or dans on ne va pas citer sa ville, c'est sa nationalité, tout le monde le fait. Vous savez, l'identité sportive... Exceptionnellement pour l'Algérie, c'est bizarre. L'identité sportive sera un débat éternel, on le voit avec le fils de Zinedine Zidane qui joue pour l'Algérie. Ça a été un événement en France qui a bouleversé un peu les Français. Ce qui est intéressant, c'est l'identité sportive. De toute façon, celle de Kélia Nemour semble tout à fait épanouie d'être une sportive algérienne. Et je m'associe à vous pour la féliciter. De toute façon, en choisissant l'Algérie, Kélia Nemour avait déclaré avoir la rage de gagner. Bédis, Kélia, c'est la preuve vivante que le génie de l'Algérie n'a pas de frontières finalement. Alors non seulement il n'a pas de frontières, mais en plus, si on le provoque, le moral, c'est qu'il ne faut pas provoquer un Algérien. Parce qu'il est prêt à écrire l'histoire, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a écrit son histoire, elle a écrit l'histoire d'une nation, qui est l'Algérie. Elle a écrit aussi l'histoire d'une nation qui lui a donné les moyens de ses ambitions. Oui. Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, elle l'a accueilli à bras ouverts pour lui donner les moyens, notamment que la France n'a pas su lui donner par condescendance, par mise sous tutelle, par aliénation notamment, puisqu'on a encore ces vieux démons qui ressurgissent. Et puis surtout aussi, c'est une reconnaissance du sport féminin algérien à l'échelle planétaire.
Et ça aussi, c'est une fierté aujourd'hui à travers elle, à travers toutes les femmes, dans tous les sports confondus, qui, encore une fois, honorent le pays et font monter notre drapeau très haut, au-dessus même de certains qui aimeraient bien être à notre place. En tout cas, bravo mesdames, bravo à elles. Voilà, et puisqu'on parle de force et d'engagement, cette fois direction un tout autre terrain, celui de la santé, où l'Algérie s'est distinguée à travers une mobilisation nationale qui sauve des vies. Je parle là de l'opération Octobre Rose, un mois où le rose s'affiche comme un message de prévention, de solidarité et de vie sur tout le territoire national. Les autorités sanitaires et les associations se sont mobilisées. Des cliniques mobiles sillonnent actuellement les 58 wilayas. Des bus médicaux se déplacent, portant le dépistage au plus près des femmes des villes et des zones rurales. Dans la wilaya de Tissemsilet, par exemple, plus de 610 femmes ont bénéficié d'opérations de dépistage précoce dans plusieurs communes, car la lutte contre le cancer du sein est plus qu'une campagne, c'est maintenant un axe stratégique de la politique nationale de santé publique, et ça nous concerne tous, pas que les femmes. Le ministère de la Santé l'a affirmé, le cancer du sein est la première cause du cancer chez la femme en Algérie, avec malheureusement plus de 13 000 cas recensés par an, et cet engagement se traduit concrètement par le dépistage, renforcement des infrastructures et l'accès élargi à la prévention. Et l'Algérie ne s'est pas arrêtée là. La prochaine étape, c'est la création d'un institut spécialisé dans la thérapie cellulaire, un institut qui annonce donc que la lutte contre le cancer devient une question de haute technologie, de recherche, d'innovation et pas seulement de traitement, Faisal. Absolument, et c'est très important ce genre d'opération parce que le dépistage précoce prévient beaucoup de vies. Cette opération d'Octobre Rose est née aux États-Unis au début des années 90, elle a fait le tour du monde actuellement et c'est très bénéfique parce que les résultats constatés par les professeurs, les spécialistes de l'oncologie, constatent qu'il y a une prise de conscience par rapport à ce dépistage. C'est très bénéfique, c'est pour ça que cette opération se tient. Vous l'avez dit, la lutte contre le cancer est un axe stratégique de la politique nationale de santé. Cet institut qui va être créé bientôt est très important parce qu'il va accélérer la recherche dans ce domaine. Vous savez très bien que le domaine en matière d'oncologie évolue rapidement. Maintenant, on fait appel à l'intelligence artificielle qui apporte aussi beaucoup de choses pour accélérer la recherche contre ces maladies qui restent à ce jour en grande partie incurables, dont le cancer du sein qui est la première cause de mortalité chez les femmes, le cancer de la prostate et du poumon pour les hommes en Algérie. Voilà, et puis en ce mois d'octobre, on a aussi planté des arbres. Hier, plus d'1 million de graines ont été semées en 24 heures seulement à travers les 58 wilayas du pays. Une opération unique portée par la société civile avec l'aide du ministère de l'Agriculture qui a mobilisé des milliers de citoyens, jeunes et moins jeunes, pour reboiser notre territoire et lutter contre la désertification. Alors le coup d'envoi a été donné dans la forêt d'Oumalou, près de Tizi Ouzou, avec la plantation de 1400 chênes-lièges. Mais l'initiative ne se limite pas à un geste symbolique. Souvenez-vous, après les incendies ravageurs de 2021 et 2022, ces plantations sont aujourd'hui un acte citoyen écologique nécessaire pour compenser et restaurer aussi notre patrimoine forestier, Badis. Tout à fait, c'est au-delà d'un acte citoyen, c'est aussi un pacte, aujourd'hui un pacte collectif pour l'écologie, pour l'environnement. Vous l'avez dit aussi, pour rebondir à cette tragédie qui sont les incendies qui ont été, je dirais, ravageurs, mais surtout aussi qui ont été d'une source humaine volontaire, donc c'était des actes criminels. Donc justement, la faune et la flore reprend ses droits aujourd'hui à travers les enfants de l'Algérie, à travers cette aussi société civile qui est très impliquée. Je rappelle que plusieurs associations ont pris part, corps et âme, dans cette initiative parce qu'ils se sentaient impliqués, ils se sentaient concernés pour le futur, parce qu'on parle effectivement un acte de mémoire, mais c'est un acte aussi d'espoir pour le futur, pour permettre justement de rendre l'Algérie belle, rayonnante, notamment à travers cet acte citoyen et civique. Heureusement, c'est aussi un moyen de lutter contre le stress hydrique et contre le changement climatique. Donc, quand on ressuscite les forêts, on ressuscite la végétation, on donne plus de chance à la nature de reprendre ses droits, et surtout le fait qu'on arrive à terme à avoir un nouveau climat sachant pertinemment que nous sommes face à une situation hydrique très très stressante.
Très bien, merci Narimen pour cette partie. Merci à vous tous d'avoir été là ce soir. Merci à Naïma Yahi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes historienne, encore une fois. Merci d'avoir été présente ce soir autour de la table, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous rester fidèles. Rendez-vous dimanche prochain. Bye.